Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme Gabriel vient de l'expliquer, je vais parler des leçons qu'on a appris maintenant après 2 hivers d'opération du premier projet de démonstration de la chaire de géothermie qui est installée à Mirabel. Donc, un bref rappel de qu'est-ce qu'un PCP. Désolée pour ceux qui l'ont entendu plusieurs fois. Donc, un PCP est un puits à colonne permanente, un puits profond dans lequel, qui va être ouvert au roc, dans lequel on va pouvoir venir pomper l'eau souterraine pour la faire, pour en extraire ou y injecter de la chaleur d'un bâtiment. Puis, on la réinjecte au fond du même puits pour obtenir une recirculation qui va nous permettre d'échanger de la chaleur avec le massif rocheux. Lorsqu'on veut augmenter l'efficacité du système, en extraire ou en y injecter plus de chaleur, on peut utiliser la saignée, qui est indiquée ici comme étant bleed. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir purger une partie de l'eau qui est contenue dans le puits, ce qui va favoriser son renouvellement avec de la nouvelle eau, si on veut, fraîche ou non affectée par l'opération du système géothermique. Maintenant, si on regarde l'état des PCP dans la littérature, il y a plusieurs articles au début des années 2000 aux États-Unis qui ont documenté l'efficacité de plusieurs systèmes de PCP et qui ont démontré, dans le fond, que c'était possible d'obtenir des réductions importantes de la longueur totale de forage et des coûts de construction par rapport au système conventionnel de géothermie qui utilise des boucles fermées. C'était d'autant plus vrai lorsqu'on utilisait la saignée, comme on peut le voir sur les graphiques ici. Maintenant, si on continue dans la littérature, on voit que malgré que leur efficacité a été démontrée, l'adoption des PCP par l'industrie demeure assez difficile. Il y a plusieurs raisons qui sont identifiées. Si on part de gauche à droite, donc on parle de difficultés à dimensionner les systèmes, d'un manque d'expertise, de risques géochimiques qui sont mal compris. On parle aussi de difficultés à saisir les particularités d'application des PCP dans différents contextes régionaux. Donc, on peut penser que ça réfère à notamment la géologie qui peut varier. On parle aussi de particularités climatiques. Donc, dans des climats froids, comme au Québec, il y a peu de données qui démontrent qu'il y avait peu de données à ce moment-là qui démontraient que c'était possible d'utiliser les PCP dans des températures froides, étant donné la proximité avec le point critique du niveau du gel, donc 0 degré Celsius. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte que s'est inséré le premier projet de démonstration, donc la rénovation du système de chauffage, ventilation, air climatisé à l'école La Clé des Champs à Mirabel. On a ici une photo du bâtiment. Quelques particularités du contexte dans lequel s'insère ce projet. D'une part, on est dans la plateforme des basses-terres du Saint-Laurent, donc un bassin de roches sédimentaires. Ensuite, on est aussi dans un climat froid, donc il y a des températures journalières de l'ordre de moins 11 degrés Celsius en janvier. Donc, ça vient nous distinguer des études qui avaient été faites préalablement dans la littérature. Une petite précision aussi, pour ne pas causer de confusion, à savoir de c'était quoi notre rôle à nous dans ce projet. Donc, la responsabilité du projet était divisée entre plusieurs intervenants. On avait le centre de service scolaire qui est le responsable du projet, donc propriétaire de l'école. On a une firme de consultation qui a été en charge des simulations énergétiques, du design de toute la mécanique du système, de sa mise en opération. On avait différents entrepreneurs qui ont réalisé la construction et nous, de notre côté, notre mandat était vraiment centré autour de les essais de terrain sur un puits test de géothermie, le dimensionnement et les plans et devis des PCP spécifiquement, puis aussi le suivi de la performance des puits et le suivi de la qualité de l'eau souterraine. Donc maintenant, une des premières étapes qu'on a réalisées, ça a été l'investigation de site pour évaluer si c'était possible de faire des PCP, puis d'obtenir les paramètres de design pour le système. Dans un premier temps, on a fait un forage exploratoire dans la cour d'école. On voit des photos à gauche. Donc, pendant ce forage, on a échantillonné les matériaux géologiques, on a suivi le taux de forage et les venues d'eau. Puis donc, ce que ça nous a permis d'apprendre, c'est qu'on avait un grès très, très abrasif et difficile à forer, puis des venues d'eau vraiment importantes à la base du forage, donc entre 100 et 135 mètres. Puis finalement, ça a forcé l'arrêt prématuré du forage à 135 mètres parce que les conditions étaient trop difficiles. Ensuite, on a réalisé des essais de terrain, notamment un essai de réponse thermique dont on voit les données qui sont illustrées à droite. Une chose importante par rapport à cet essai, c'est que malgré qu'on a injecté quand même une bonne quantité de chaleur dans le sol pendant 3 jours en continu,
on a eu une élévation de la température de l'eau dans le puits qui était assez faible, de l'ordre de 3 degrés Celsius, puis qui a arrêté d'augmenter. C'était pas possible d'interpréter cet essai avec des méthodes habituelles d'approximation de premier ordre. Donc, ça nous a vraiment indiqué que l'écoulement de l'eau souterraine et les transferts de chaleur advectifs étaient vraiment importants, puis influençaient les processus souterrains. Donc, ça nous amène à notre première leçon, c'est que de conduire un forage exploratoire, c'est assez important pour permettre d'évaluer les conditions hydrogéologiques sur le site. Je vais peut-être tasser la petite boîte ici. Donc, d'un autre côté, à ce moment-là, c'est une étudiante à la maîtrise qui a développé un modèle conceptuel du site pour permettre de développer un modèle. Donc, on voit à gauche ici quelques éléments importants du modèle conceptuel, notamment le grès très abrasif et perméable à la base du puits. Puis on voit aussi qu'il y a 3 unités géologiques qui étaient toutes caractérisées par des conductivités thermiques différentes. Donc, le modèle a permis de développer un modèle numérique 3D qu'on voit à droite et qui a permis d'évaluer le dimensionnement approprié du système de puits à colonnes. Donc, ça nous a permis de retenir 5 puits à colonnes de 135 mètres, en plus d'un puits d'injection qui a été installé en aval hydraulique pour permettre de retourner l'eau de saignée à son aquifère. Donc, suite au dimensionnement, le système a pu être construit. Donc, la leçon 2 qu'on a vue à l'étape de la construction, c'est vraiment que les PCP avaient permis de réduire la longueur totale de forage, le temps de construction et aussi les coûts reliés à l'échangeur géothermique par rapport à des systèmes de géothermie conventionnels en boucle fermée. On voit dans le tableau ici les différents éléments un peu plus détaillés. Par rapport à la longueur totale de forage, il a été estimé par le consultant et par des estimations par la suite aussi, que les PCP avaient permis de réduire la longueur totale de forage d'environ 73 On parle donc de 6 puits au total plutôt que 22 pour une longueur équivalente. Ensuite, évidemment, si on a moins de puits, bien, ça prend moins de temps à forer. On a évalué que ça avait permis de réduire d'environ la moitié le temps relié au forage. Et finalement, pour le coût de construction, on s'est basé sur les factures du projet, puis les factures d'un projet similaire qui a été construit dans la même région pendant la même période pour évaluer les coûts des 2 types de systèmes. Puis, encore une fois, on a évalué une réduction d'environ 50 des coûts qui avaient été permises par les PCP. Donc ça, c'est malgré le fait, si on regarde les petites lignes en gris, malgré le fait donc que le coût du mètre, donc unitaire pour un puits foré installé raccordé, en PCP était plus cher que pour les boucles fermées. Donc, c'est peut-être la petite taxe de la nouveauté qui est associée à cette technologie-là. Mais malgré tout, donc, on a eu des réductions. Donc, ça, c'était pour la deuxième leçon. Donc, maintenant, on peut se concentrer davantage sur peut-être l'intérieur du bâtiment, donc le système mécanique. On voit ici, il manque des images. Mais donc, on voit ici un schéma du système mécanique qui est à l'intérieur. Donc, quelques éléments importants. On voit d'abord les puits qui sont ici en bas à gauche. Donc, ils sont reliés à un échangeur à plaques par les lignes en bleu qui représentent la boucle d'eau souterraine. Ensuite, on a les lignes en orange qui représentent la boucle d'eau glycolée qui nous amène jusqu'à la thermopompe au haut. Donc, tout ça, c'est pour éviter de faire circuler de l'eau souterraine directement dans les équipements de chauffage. Ensuite, si on voit plus spécifiquement les thermopompes et la chaudière électrique qui sont utilisées dans le système, on a donc une thermopompe au eau et 3 plus petites thermopompes au air qui desservent des zones spécifiques. Puis, on a aussi une chaudière électrique qui est là uniquement pour en redondance, donc pour des cas d'urgence où les PCP seraient peut-être pas suffisants pour satisfaire aux besoins du bâtiment. Ici, ce qu'on voit, c'est les équipements de pompage qui ont aussi été considérés dans les bornes de l'étude. Donc, on a 2 pompes circulatrices qui sont sur la boucle d'eau glycolée. On a une pompe circulatrice sur la boucle d'eau souterraine, en plus de 5 pompes submersibles dans chacun des PCP. Additionnellement aussi, on peut voir dans la légende, là, il y a plusieurs capteurs de température, débitmètres et ampèremètres qui sont répartis pour permettre de faire le suivi de l'opération du système.
Donc ici, c'est un petit détail à propos des calculs qui ont été réalisés pour évaluer l'efficacité de tout le système. Donc, dans un premier temps, en haut, ce qu'on voit, c'est la puissance électrique appelée par les différents équipements. Donc, pour la plupart des équipements, ça a été, donc leur appel de puissance a été calculé à partir des données d'intensité, de courant et de voltage. Puis, la seule exception, c'était les pompes circulatrices pour lesquelles il nous manquait les données. Donc, on a utilisé plutôt les lois d'affinité, puis les données de fréquence, puis de vitesse des pompes. Ensuite, pour la puissance thermique transmise par les différents échangeurs de chaleur, donc on parle des évaporateurs et condenseurs des thermopompes. Dans la plupart des cas, on a utilisé la loi de la conservation de l'énergie, à l'exception des thermopompes au haut, pour lesquels, encore une fois, il manquait des données. Donc, on a utilisé le COP théorique puis leur consommation énergétique. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est quelques paramètres d'opération de la boucle d'eau souterraine pendant les 2 premiers hivers d'opération, donc 2023 et 2024, de décembre à avril dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on voit d'abord, la ligne rouge qui est illustrée en haut, c'est la température de l'eau souterraine dans les PCP pendant les 2 hivers. Puis la ligne en noir, en fait, ça va être la température de l'air extérieur. Donc, on voit qu'elle a pu descendre jusqu'à moins 26 en 2023, puis moins 18 en 2024. On voit que même au moment des pointes hivernales, la température de l'eau dans les PCP a pu être maintenue à des températures adéquates, donc en haut de 4 degrés Celsius, ce qui laisse largement la latitude pour continuer d'opérer le système. Sur les graphiques du bas, ce qu'on voit, c'est plutôt le débit dans la boucle d'eau souterraine. Donc, on a le débit de pompage en bleu foncé. On voit qu'il a été maintenu à des valeurs constantes pendant de longues périodes, pendant les 2 hivers. Puis ensuite, on a en vert le débit de saignée qui a été utilisé quand même de manière assez importante en 2023. Puis suite à des ajustements des contrôles, ça a pu permettre de minimiser l'activation de la saignée, qui était finalement pas nécessaire pendant tout l'hiver 2024. Donc maintenant, ce qu'on voit ici, on se passe plutôt du côté de l'efficacité énergétique. Donc en rouge, ça va vraiment être la puissance thermique fournie au bâtiment par les pompes géothermiques, comparativement à en gris, donc c'est l'énergie électrique qui a été consommée par tous les équipements qu'on a vus plus tôt. Donc, dans un premier temps, si on divise l'énergie thermique par l'énergie électrique consommée, on voit que le système a permis de réduire d'environ 2 fois la consommation énergétique par rapport à une résistance électrique qui aurait eu un COP de 1, qui est la référence habituelle. Puis maintenant, si on se concentre sur les épisodes de pointe hivernale, quand les journées les plus froides, donc on voit encore une fois que le système a bien fonctionné et a permis de réduire l'appel de puissance d'environ 70 par rapport à une résistance électrique. J'ai aussi souligné en bas le fait qu'on voit que les puissances thermiques fournies, ça nous amène à un ordre de grandeur de plus de 200 watts de puissance thermique fournie par mètre de forage au bâtiment. Donc, ça souligne la leçon numéro 3, qui est que les PCP ont démontré une très bonne efficacité thermique et ont permis de réduire l'appel de puissance électrique. Maintenant, si on se penche des peut-être moins beaux côtés, ici, c'est les mêmes données auxquelles on a ajouté la consommation de la chaudière électrique qui était là uniquement en appoint. On a vu que, en fonction de la température de l'eau souterraine, les PCP auraient dû être suffisants pour approvisionner le système en chauffage pendant l'entièreté des 2 hivers. Or, là, on voit que la chaudière a été activée au début 2023. À ce moment-là, il y a eu des vérifications, des modifications aux séquences de contrôle qui ont été faites. Le problème semblait être réglé. Toutefois, on voit que ça s'est reproduit vers la fin de l'hiver 2024, en mars. Donc, probablement qu'il y a davantage d'investigations à faire. Donc, ça souligne la leçon numéro 3, qui est que les séquences de contrôle peuvent vraiment avoir un impact critique sur l'efficacité énergétique. Puis ça devrait être un élément qui est considéré et suivi pendant l'opération du système. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment, encore une fois, la consommation énergétique, donc la puissance électrique appelée par les différents équipements. Ici, on a réparti en fonction de chacun des équipements spécifiques qui sont utilisés. Donc, on voit en noir, encore une fois, l'impact important de la chaudière électrique.
Sinon, on a en gris les compresseurs des thermopompes, en vert de la thermopompe au eau, en vert les thermopompes au air, et finalement en bleu, c'est tous les équipements de pompage. Donc, on se rappelle les 3 pompes circulatrices et les 5 pompes submersibles. On voit que leur consommation énergétique a représenté une grande proportion de la consommation du système. Donc, on parle d'environ 40 ce qui est venu vraiment diminuer les économies d'énergie potentielles qu'on aurait pu observer pendant les 2 hivers. Donc, c'est vraiment la leçon numéro 5, qui est que le fait d'avoir plusieurs équipements de pompage qui consomment beaucoup d'énergie et qui fonctionnent à débit constant, comme on avait vu plus tôt, ça peut diminuer les économies d'énergie. Donc, en conclusion, donc on a vu que les différentes étapes de design, de construction et d'opération du système de PCP à l'école de la Clé des Champs nous ont permis d'apprendre des leçons pendant toutes ces étapes. Donc, dans les premières leçons qui étaient plus positives, on a vu que le forage exploratoire avait été important et nous avait permis de vraiment évaluer les conditions hydrogéologiques sur le site, ce qui a permis de faire un dimensionnement qui avait du sens en fonction des conditions géologiques locales notamment. Ensuite, la leçon numéro 2, c'est qu'on a vu que les PCP avaient permis de réduire la longueur totale de forage, le temps de construction et aussi les coûts de construction de l'échangeur géothermique par rapport à de la géothermie conventionnelle en boucle fermée. Par rapport aux données d'opération, on a vu que les PCP avaient démontré une très bonne efficacité thermique, puis avaient permis de réduire l'appel de puissance. Et finalement, des côtés plus négatifs, on avait le fait que les données ont souligné vraiment que les séquences de contrôle peuvent vraiment avoir un impact important sur l'efficacité énergétique, puis devraient être vraiment suivies avec soin, même pendant l'opération du système après sa mise en marche. Et finalement, le fait qu'on a plusieurs unités de pompage qui fonctionnent à débit constant ont aussi été un élément qui a diminué l'efficacité énergétique. Puis c'est un élément qui pourrait être amélioré dans le futur pour ce projet-ci ou pour d'autres projets. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions si vous en avez.